Mon mari m'a insultée en disant que j'étais répugnante, puis m'a laissé debout sur le trottoir pendant qu'il allait chercher sa maîtresse. À peine avait-il tourné le dos que 3 SUV se sont arrêtés devant moi. 2 heures plus tard, il s'est évanoui et a fini à l'hôpital, sa fortune s'était envolée en fumée. Je m'appelle Camille. J'ai 37 ans et demi, l'âge où l'on commence à compter les rides comme des trahisons. J'habite toujours au 5e étage sans ascenseur de l'immeuble du 42 rue des Batignolles, celui dont la façade grisâtre ressemble à une vieille photo jaunie. Les fenêtres donnent sur une cour intérieure où les chats errants se battent la nuit et où les voisins étendent leur linge comme des drapeaux de capitulation. L'odeur de friture froide monte du kebab du rez-de-chaussée et se mélange à celle, plus subtile, de l'humidité qui suinte des murs. Paris, ici, n'a rien de romantique. C'est une ville qui vous regarde crever sans lever le petit doigt. 13 ans plus tôt, quand Vincent m'a passé la bague au doigt, j'étais encore convaincue que l'amour pouvait tout réparer. J'avais 24 ans, les cheveux jusqu'à la taille, un bouc de graphiste sous le bras et des rêves trop grands pour mon compte en banque. Lui, 32 ans, costume Zegna, sourire carnassier, déjà associé chez Balthazar et Associés, avenue Montaigne. Il disait que j'étais sa petite lumière, qu'il ne respirait que grâce à moi. Il m'offrait des bouquets de pivoine blanche, m'emmenait dîner chez Guy Savoy, me faisait l'amour sur le parquet du salon en murmurant que j'étais la plus belle chose qui lui soit arrivée. Je croyais que c'était éternel. Les premières fissures sont apparues après la fausse couche. 5 mois et demi. J'étais encore à la maternité de Saint-Vincent-de-Paul, le ventre vide, les seins douloureux, quand il est entré dans la chambre sans fleurs. Il a regardé le berceau en plastique transparent, vide, et a lâché, de toute façon, t'as jamais su garder quoi que ce soit en toi. J'ai cru que c'était le choc. J'ai pleuré. Il a haussé les épaules et est parti téléphoner dans le couloir. Le soir même, il m'a ramené à la maison et m'a demandé si j'avais pensé à faire tourner une machine avant de tout foutre en l'air. J'ai rangé le berceau dans le placard. Je n'ai plus jamais parlé du bébé. Ensuite, ça a été mon corps. D'abord les seins, ils tombent, Camille. T'as 26 ans, pas 50. Puis les hanches, t'as pris combien? T'as l'intention de ressembler à ta mère? Ma mère qui court encore le marathon de Paris en moins de 4 heures. Puis mon visage, t'as des rides là, on dirait une vieille. T'as pensé au Botox? Je me suis mise à compter les calories, à faire des squats devant la télé à 6 heures du matin pendant qu'il dormait encore. Il rentrait, me regardait à peine, et lâchait, t'as encore grossi. Arrête de te gaver de tes conneries bio. Le mépris s'est installé comme une moisissure. Dans la cuisine, il passait derrière moi en soupirant, t'as encore oublié le lait d'avoine. T'es vraiment conne parfois. Dans la salle de bain, il jetait mes crèmes à la poubelle, ça pue la défaite, ton parfum. Dans la chambre, il me tournait le dos dès qu'il avait fini, parfois même avant. T'es molle, Camille. Ça m'excite plus. Un soir, il m'a regardé mettre une robe noire pour un vernissage et a éclaté de rire. T'as l'air d'une pute de province qui a mal vieilli. Enlève ça, tu me fais honte. Je suis devenue invisible. À table, il parlait à son téléphone. Dans la rue, il marchait 3 mètres devant moi comme si j'étais une domestique. Chez ses parents, à Neuilly, sa mère me pinçait la taille en riant. Ma pauvre Camille, faut faire attention, hein, à ton âge on stocke. Son père me regardait à peine. Ses frères me demandaient si j'avais, enfin trouvé un vrai boulot. Vincent, lui, riait avec eux. Je souriais bêtement, les joues en feu, et je finissais mon verre de Sancerre trop vite. Mes amis se sont éloignés. D'abord parce que je refusais les sorties, j'avais honte de mes bleus, de mes cernes, de mes vêtements trop serrés ou trop larges. Ensuite parce que je n'avais plus rien à raconter. Ma vie se résumait à attendre qu'il rentre, à prier pour qu'il ne crie pas, à nettoyer les traces de ses soirées sur le canapé. Ma sœur, Claire, m'appelait de Lyon, sors de là, Camille. Il te bouffe vivante. Je répondais, ça va aller. Il est juste stressé. Elle raccrochait, excédée. Je n'avais plus personne. Vincent gérait tout. Les comptes, les cartes, les factures. Il me donnait 300 € par mois, pour tes conneries, comme il disait. Je les cachais dans une boîte à chaussures Hermès qu'il m'avait offerte à nos fiançailles, vidée de ses escarpins depuis longtemps. Je n'avais plus de carte bleue à mon nom.
Plus de compte épargne. Plus rien. Il avait tout verrouillé. T'es pas capable de gérer, de toute façon, répétait-il en riant. Je passais mes journées à faire semblant. Je faisais les courses chez Monoprix avec la carte qu'il me prêtait, je cuisinais des plats qu'il ne mangeait pas, je lavais ses chemises à la main parce qu'il disait que la machine abîmait l'école. Je regardais les séries qu'il détestait en cachette, volume au minimum, et je pleurais sans bruit quand les héroïnes trouvaient l'amour. Je n'étais plus une héroïne. J'étais un fantôme qui payait les factures EDF. Les voisins nous regardaient de travers. Madame Pereira, au 3e, me croisait dans l'escalier et murmurait « Ça va, madame », comme si elle savait. Le couple du 4e avait déménagé après une dispute où Vincent avait cassé une bouteille de vin sur le palier. Depuis, plus personne ne nous invitait. J'étais la femme du type qui criait la nuit, celle qu'on évitait dans la cour. Un soir de mars, il est rentré à 4 heures du matin. J'étais réveillée, assise dans le noir, en chemise de nuit. Il puait le parfum sucré et l'alcool. Il m'a vue, a allumé la lumière. « Putain, t'as une tête de morte. T'as pleuré encore ? T'es pathétique. » Il s'est déshabillé dans le salon, a jeté ses vêtements par terre. J'ai vu des traces de rouge à lèvres sur son col. J'ai murmuré « Tu étais avec qui ?» Il s'est retourné, lentement, avec quelqu'un qui s'est encore bandé un mec, figure-toi. Toi, t'as fini de me faire bander depuis longtemps. Il a ri. Un rire gras, méchant. Franchement, Camille, regarde-toi. T'es répugnante. Je n'ai pas dormi. J'ai regardé le plafond jusqu'au matin, les larmes qui coulaient dans mes oreilles. À 7 heures, il s'est levé, a pris son café sans me regarder, et est parti en claquant la porte. J'ai ramassé ses chaussettes sales, j'ai fait la vaisselle, j'ai pleuré dans l'évier. Et puis j'ai compris que quelque chose en moi venait de mourir pour de bon. Le point de non-retour est arrivé un vendredi de novembre. Il m'avait forcé à l'accompagner à un dîner chez son associé, avenue Victor Hugo. J'avais passé 3 heures à me préparer, robe noire cintrée, escarpins, brushing. J'étais presque belle. Dans la voiture, il m'a regardé à peine. Puis il a soupiré. T'as mis combien de fond de teint ? On dirait un masque. J'ai serré les lèvres. Il a continué. Franchement, je sais pas pourquoi je t'emmène encore. T'es devenue une loque. Regarde-toi, t'as 37 ans et t'as l'air dans 50. J'ai murmuré, arrête, Vincent. Il a freiné brutalement devant le restaurant, m'a attrapé par le bras, descends. Je vais chercher Élodie. Elle au moins elle sait s'habiller. Toi, t'es répugnante. Reste là comme la merde que t'es. Il m'a poussé hors de la voiture. J'ai trébuché, mon talon s'est cassé. J'étais sur le trottoir, en robe du soir, sous la lumière crue d'un réverbère. Les passants me regardaient comme on regarde une folle. Vincent a redémarré en trombe, ses pneus ont hurlé. Il est parti chercher sa maîtresse, cette Élodie de 29 ans, collaboratrice junior au cabinet, qui portait des jupes si courtes qu'on voyait son string quand elle se penchait. Il m'avait montré une photo d'elle un soir d'ivresse. Regarde ce que je me tape maintenant. Toi, t'as jamais eu d'aussi belles fesses. Je suis restée plantée là, seule, le vent froid qui me glaçait les jambes nues. Mes larmes coulaient sans bruit. Je ne bougeais plus. J'étais exactement ce qu'il disait, répugnante, invisible, jetable. Une femme qu'on laisse sur le trottoir comme un vieux sac poubelle. Il était 20h46 quand la BMW s'est arrêtée en double file, phares allumés comme des projecteurs de prison. J'étais encore sur le trottoir, une chaussure cassée, la lèvre fendue par la chevalière qu'il m'avait enfoncée dans la bouche en me poussant. Le sang coulait doucement sur mon menton, gouttait sur la robe noire que j'avais choisie avec tant de soin. Vincent a baissé sa vitre à moitié, juste assez pour cracher sa phrase, « Monte à l'arrière, on va chercher Élodie. Et essuie-toi, tu fais pitié. » Je suis montée. Mes jambes tremblaient si fort que j'ai trébuché sur le marchepied. L'odeur de cuir neuf et de son nouveau parfum, quelque chose de boisé et cher, m'a donné la nausée. Il a redémarré sans attendre que je boucle ma ceinture. Dans le rétroviseur, j'ai vu ses yeux, 2 billes froides, sans la moindre trace de culpabilité. À 20h51, il s'est garé devant l'immeuble d'Élodie, rue de la Pompe. Il a klaxonné 2 coups brefs, comme on siffle un chien.
Elle est apparue 30 secondes plus tard, robe rouge sang, manteau en cachemire beige ouvert, cheveux lissés, lèvres injectées. Elle a ouvert la portière côté passager, m'a vue, a souri avec cette pitié sucrée qui fait plus mal qu'une gifle. Oh, Camille, ça va? T'as l'air fatiguée. Vincent a éclaté de rire, un rire gras qui a rempli tout l'habitacle. Fatiguée? Elle est toujours comme ça. Une loque avec un pouls. Élodie s'est installée, a croisé ses jambes interminables, a posé sa main manucurée sur la cuisse de Vincent. Il a démarré en trombe. La musique a explosé, du rap français bien vulgaire, des basses qui me faisaient vibrer les côtes. Élodie chantait, se déhanchait, se retournait parfois pour me regarder avec un sourire de hyène. Moi, j'étais collée à la banquette arrière, les mains crispées sur mon sac, le goût du sang dans la bouche. À un feu rouge, avenue Kléber, Vincent a glissé sa main sous la robe d'Élodie. Elle a gloussé, a rejeté la tête en arrière. J'ai fermé les yeux. J'ai senti les larmes couler, chaudes, silencieuses. J'ai pensé à la Camille d'avant, celle qui riait dans les cafés de Belleville, celle qui croyait que l'amour suffisait. Elle était morte depuis longtemps. On est arrivé avenue Victor Hugo à 21h03. Vincent a garé la voiture en warning, a coupé le moteur. Il s'est tourné vers moi, le visage dur. Tu restes là. T'es pas présentable. Si quelqu'un te demande, t'es la bonne Philippine. Élodie a pouffé, a ajouté, ou la SDF du quartier. Ils sont sortis en riant. J'ai vu leur silhouette s'éloigner sous les platanes, main dans la main, comme un couple de magazines. Il a verrouillé les portières de l'extérieur. J'étais prisonnière. J'ai tiré sur les poignets, rien. J'ai tapé sur les vitres, personne ne regardait. Le froid s'infiltrait par les joints usés. J'ai regardé autour de moi, des bouteilles de champagne vides, un string rouge coincé sous le siège passager, des traces de poudre blanche sur la console centrale. L'odeur de son parfum à elle, sucré jusqu'à l'écœurement, imprégnait tout. À 21h17, j'ai essayé d'appeler ma sœur. Pas de réseau. J'ai ouvert la boîte à gants, vide, sauf un préservatif usagé. J'ai vomi dans mon sac à main. Le cuir a absorbé l'odeur acide. J'ai pleuré sans bruit, la tête contre la fenêtre froide. À 21h44, la pluie s'est mise à tomber, fine et cruelle. Les gouttes ruisselaient sur les vitres comme des larmes que je n'avais plus la force de verser. À 22h12, j'ai vu Vincent sortir du restaurant, titubant légèrement, Élodie accrochée à son bras. Il riait trop fort, la chemise déboutonnée, la cravate de travers. Il a ouvert la portière côté conducteur, m'a vu recroqueviller. Putain, t'es encore là? J'avais oublié que t'existais. Il a démarré en trombe, a brûlé un feu rouge. Élodie dormait contre lui, la tête sur son épaule. Sur l'autoroute périphérique, il conduisait comme un fou. Il parlait tout seul, la voix pâteuse, de toute façon, je vais la virer. Elle me coûte trop cher. Elle sert à rien. Elle suce même plus. Élodie a marmonné dans son sommeil. Vincent a tourné la tête vers moi, t'entends, Camille? Je vais te jeter comme une merde. T'as plus rien. T'es fini. Demain, je change les serrures. Tu dormiras dans la rue, ça te fera du bien de crever un peu. J'ai murmuré, Vincent, arrête la voiture. Laisse-moi descendre. Il a éclaté de rire, descendre? Pour aller où? T'as personne. T'as rien. T'es à moi. Il a accéléré. 140 km/h sous la pluie. J'ai fermé les yeux, j'ai prié pour un accident. On est arrivé devant l'immeuble à 23h19. Il a freiné brutalement. J'ai été projeté vers l'avant, mon front a cogné la vitre. Il a ouvert ma portière, m'a attrapé par les cheveux, dehors, salope. J'ai crié. Il m'a tiré dehors, j'ai trébuché, je suis tombé de tout mon long sur le trottoir mouillé. Mon genou a heurté le bitume, la peau s'est arrachée. Ma paume aussi. Du sang partout, mélangé à la pluie. Élodie a baissé sa vitre, salope, a-t-elle crié en riant. Vincent a remonté la vitre, a redémarré. Les pneus ont hurlé. Ils sont partis. Je suis resté par terre, sonné. La pluie me fouettait le visage.
J'ai essayé de me relever, mes jambes ne répondaient plus. J'ai rampé jusqu'à la porte de l'immeuble. Pas de clé. Il les avait prises. J'ai sonné chez la concierge, pas de réponse. J'ai sonné chez les voisins, silence. À 23h31, les lumières du troisième se sont éteintes. J'étais seule. Complètement seule. J'ai crié dans la cage d'escalier, ma voix a résonné comme celle d'une folle. Personne n'a ouvert. Je suis redescendue, pieds nus, j'avais perdu mes 2 chaussures. Le bitume était glacé. J'ai marché jusqu'au boulevard des Batignolles, laissant des traces de sang derrière moi. Les voitures klaxonnaient. Un mec a baissé sa vitre. Combien la pipe, mademoiselle? J'ai continué. J'ai trouvé un banc sous l'abribus, je me suis assise. Mon téléphone était à 2%. J'ai écrit à Claire, viens me chercher. Je suis au 42 rue des Batignolles. Il m'a jeté dehors. J'ai envoyé. Puis l'écran s'est éteint. À minuit pile, la pluie s'est transformée en averse. J'étais trempée, gelée, couverte de sang et de vomi. Un SDF s'est approché, a tendu une couverture crasseuse, tiens, ma jolie. T'as l'air d'en avoir besoin. Je l'ai prise. Je puais l'urine et la peur. À minuit 27, une voiture de police s'est arrêtée. Les agents m'ont regardé comme une junkie. Ça va, madame? Vous avez bu? J'ai secoué la tête. Ma voix était cassée, mon mari, il m'a laissé. L'un d'eux a soupiré, on va vous emmener au poste. Ils m'ont mise à l'arrière, menottée pour ma sécurité. Au commissariat du 17e, on m'a donné une couverture de survie et un café dégueulasse. Une femme flic m'a demandé si je voulais porter plainte. J'ai dit non. J'avais trop honte. À 2h14, Claire a débarqué, les yeux fous. Elle m'a vue, a éclaté en sanglots. Elle a payé l'amende pour ivresse sur la voie publique, qu'il m'avait collée, m'a enveloppée dans son manteau, m'a mise dans le train de 3h10 pour Lyon. Dans le wagon, j'ai dormi contre la fenêtre, la tête pleine de cauchemars. À mon arrivée, elle m'a installée dans son canapé. Je n'ai pas parlé pendant 3 jours. Je fixais le plafond, je revivais la scène en boucle, le trottoir, le sang, le rire d'Élodie, le regard de Vincent quand il a dit « T'es fini ». Le 4e jour, je me suis levée, j'ai pris une douche brûlante, j'ai coupé mes cheveux abîmés avec des ciseaux de cuisine. J'ai regardé mon reflet, j'avais l'air d'une rescapée. Et c'est là, devant ce miroir fêlé, que j'ai décidé que c'était fini. Je ne rentrerai plus jamais. Je ne supplierai plus jamais. Je ne serai plus jamais la loque qu'il avait jetée sur le trottoir. Quelque chose en moi s'était brisé, oui. Mais autre chose venait de naître. Quelque chose de froid, de dur, d'implacable. J'ai ouvert l'ordinateur de Claire. J'ai commencé à chercher. Le lendemain de mon arrivée à Lyon, je n'ai pas pleuré. J'ai dormi 16 heures d'affilée, puis je me suis levée à 5h47, j'ai bu 3 cafés noirs et j'ai ouvert un fichier Word que j'ai intitulé « Vincent fin de partie ». Pas de larmes, pas de cris. Juste une ligne droite, froide comme une lame. Claire m'a prêté son 2e ordinateur, celui qu'elle n'utilise jamais. J'ai créé une adresse mail anonyme, un compte Proton, un VPN suisse, un portefeuille crypto en cold wallet. J'ai passé la première semaine à récupérer tout ce que Vincent avait cru m'enlever, accès aux clauses, mot de passe qu'il n'avait jamais changé parce que, t'es trop conne pour t'en servir, procuration bancaire signée quand il partait skier à Verbier et me laissait gérer les factures. Il avait oublié que c'était moi qui avais tout lu, tout archivé, tout compris. Le 27 novembre, j'ai pris rendez-vous avec Antoine Delorme, notaire à Paris 8e, ancien camarade de fac que Vincent avait toujours traité de « plouc de province ». Antoine m'a reçu dans son bureau lambrissé, m'a servi un thé sans sucre et m'a écouté 2 heures sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a simplement dit « On va lui faire regretter d'être né avec une queue ». Il a souri. J'ai souri. Pour la première fois depuis des années. Première phase, cartographier l'Empire. Antoine a sorti les actes de propriété, les contrats de mariage, les donations déguisées. L'appartement des Batignolles ? Acheté avec mon apport personnel de 200 000 €, héritage de mamie. La maison de Deauville ?
Payé avec mes droits d'auteur sur la campagne Samsung 2015, jamais déclaré comme tel. Le compte titre à Genève? Alimenté par mes royalties que Vincent détournait depuis 8 ans. Tout était à mon nom, ou pouvait le redevenir en 3 clics notariaux. Deuxième phase, la détective. J'ai contacté Sandra B., ancienne capitaine à la brigade financière, radiée pour excès de zèle. 4 000 € cash et elle m'a livré, en 17 jours, un dossier de 94 pages. Photo d'Élodie à 18 ans et 9 mois dans la suite du Georges V avec Vincent, facture de l'hôtel payée par la carte pro du cabinet, mais où il demandait à son comptable de faire disparaître 180 000 € pour la petite, relevé de compte au Caïman, faux bilan, détournement de clientèle. Tout. Troisième phase, l'argent. J'ai vendu, discrètement, méthodiquement. Les 6 bouteilles de Pétrus 1982 planquées dans la cave? 72 000 € chez Sotheby's Londres. La Patek Philippe 175e anniversaire? 210 000 francs suisses à Genève. Les 2 Basquiat du salon? 1,8 million via un galeriste de Miami qui ne pose jamais de questions. L'argent revenait sur un compte séquestre à mon nom à la banque privée Edmond de Rothschild, hors d'atteinte. Vincent ne voyait rien, il était trop occupé à sniffer des lignes sur les seins d'Élodie dans des suites du Bristol. Quatrième phase, le poison lent. J'ai créé 12 alertes anonymes. Au fisc, détournement de 2,4 millions via sociétés offshore. Au barreau, conflit d'intérêts et subornation de mineurs. À la police financière, blanchiment via crypto non déclaré. À la boîte mail de tous les associés, capture d'écran des messages où Vincent se vantait de baiser la femme du client X pour décrocher le contrat Y. J'ai programmé les envois pour le 14 octobre à 22h17 pile, l'heure exacte où il m'avait jeté sur le trottoir un an plus tôt. Pendant 6 mois, j'ai disparu. J'ai loué un 18 mètres carrés rue Garibaldi sous le nom de Camille Roche, mon nom de jeune fille. J'ai teint mes cheveux en châtain cendre, coupé court, pris 10 kilos de muscles à la salle de sport du quartier. J'ai appris à coder sur Python, à falsifier des métadonnées, à effacer mes traces. Je dormais 4 heures par nuit. Le reste du temps, je construisais la chute. Le 14 octobre, j'ai pris le TGV de 16h42. J'ai mis un tailleur pantalon noir anthracite, chemise blanche impeccable, escarpin plat. Plus de maquillage criard, plus de robe trop courte. J'étais une lame. À 20h11, j'étais devant l'immeuble des Batignolles. Les 3 SUV noirs que j'avais loués chez Sixt étaient garés en warning, moteur tournant. Les chauffeurs en costard sombre attendaient, impassibles. À 20h29, j'ai sonné. Vincent a ouvert, chemise ouverte, verre de whisky à la main. Il m'a vu, a blêmi. Camille? Qu'est-ce que tu fous là? T'es. Je n'ai pas répondu. J'ai avancé. Les invités, une quarantaine de personnes, associés, clients, Élodie en robe laméor se sont tus. Je suis allé droit à la table basse en marbre, j'ai posé l'enveloppe craft. Joyeux anniversaire, Vincent. Il a ri nerveusement, t'es devenue folle ou quoi? Sors de chez moi. J'ai souri. Chez moi, tu veux dire? Il a ouvert l'enveloppe. Dedans, l'acte de propriété de l'appartement, transféré à mon nom la veille à 11h12. Les relevés des comptes vidés, 4,87 millions partis en fumée. Les PV du fisc déjà reçus au cabinet, 11 millions d'euros de redressement. Les captures d'écran des mails envoyées à tous les associés. La lettre de radiation du barreau, datée du jour même. La photo d'Élodie à 18 ans et 9 mois, nue sur le lit du Georges V, avec la date en surimpression. Le silence était total. Une femme a murmuré « Mon Dieu ». Un associé a sorti son téléphone, a commencé à taper frénétiquement. Élodie a lâché son verre, qui s'est brisé sur le parquet. Vincent a ouvert la bouche, aucun son n'est sorti. À 22h17 précise, les 3 SUV se sont garés en bas. Les chauffeurs sont montés, costume noir, oreillettes. L'un d'eux a tendu une tablette à Vincent. « Monsieur, veuillez signer la cession immédiate de vos dernières parts au cabinet. Sinon, les documents partent au procureur dans 5 minutes. » Vincent a regardé autour de lui. Plus personne ne le regardait. Tous fixaient leurs écrans.
Les alertes venaient de tomber. Il a signé. Tremblant. La tablette a bipé. L'autre chauffeur a ouvert une mallette, dedans, une clé USB. Tout est dessus. Y compris les vidéos de vous les mademoiselles dans l'ascenseur du Bristol. Celle où vous parlez du détournement du dossier LVMH. Élodie a hurlé, espèce de salaud, et lui a griffé le visage. Du sang a coulé. Vincent a vacillé. Il s'est agrippé au canapé, a glissé. Ses yeux se sont révulsés. Crise cardiaque. J'ai appelé le SAMU, calme, précis. Homme, 45 ans, infarctus en cours, 42 rue des Batignolles. J'ai raccroché. Les invités se sont écartés comme s'il était pestiféré. À l'hôpital Lariboisière, il a survécu. De justesse. 3 stents, 2 mois de rééducation. Quand il m'a appelé de sa chambre, la voix brisée, c'était le 28 octobre. Camille, je t'en prie, je suis désolé, j'ai tout perdu, reviens, je ferai tout. J'ai écouté. Il pleurait comme un enfant. J'ai été un monstre, je sais, je n'ai plus rien, même pas un appartement. J'ai répondu, lentement, tu m'as jeté sur un trottoir, Vincent. Tu m'as traité de merde. Tu as voulu que je crève. Maintenant, c'est toi qui vas crever à petit feu. J'ai raccroché. J'ai vendu l'appartement 48 heures plus tard. 1,2 million cash. J'ai donné 800 000 € à 3 associations contre les violences conjugales. J'ai gardé le reste. J'ai pris un vol pour Lisbonne le 1er novembre. J'ai loué un appartement avec vue sur le Tage, j'ai ouvert une micro-agence de graphisme sous le nom de C. Roche. En 3 mois, j'ai décroché Renault et Vogue Portugal. Vincent, lui, vit dans un 27 mètres carrés à Clichy-sous-Bois. Radié, ruiné, endetté jusqu'au cou. Élodie l'a quitté le lendemain de l'hôpital. Il paraît qu'il boit du whisky premier prix dans des verres en plastique, qu'il dort avec la lumière allumée, qu'il appelle mon ancien numéro toutes les nuits et pleure quand il tombe sur la messagerie Orange. Je ne réponds plus. Je ne répondrai jamais. Parfois, le soir, je marche sur les quais de l'Alfama. Le vent sent le sel et la liberté. Je n'ai plus 37 ans. J'ai l'âge de celle qui a survécu. Et qui a gagné. Il a fallu 3 SUV noirs, 6 mois de silence et une crise cardiaque pour que Vincent comprenne enfin que, quand on traite une femme de répugnante, elle finit toujours par vous le prouver. À sa manière. Je suis cette preuve. Et je suis libre.